Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le lundi 7 mars, voici les titres. Emmanuel Macron se rend dans les Yvelines ce lundi soir pour son premier déplacement de campagne. Invité par Carl Olive, maire de Poissy, le candidat à sa réélection rencontrera les Yvelinois lors d'un débat. Le rendez-vous est donné à 18h30 au centre de diffusion artistique de la ville. 12 jours après le début de la guerre en Ukraine, les mobilisations solidaires se poursuivent dans les Yvelines. Collectivités, associations ou encore particuliers organisent des collectes. Objectif, acheminer du matériel et des dons sur place via des convois. Également dans ce journal, le témoignage d'une Yvelinoise venue de Moscou. Et puis la 80e édition du Paris-Nice est lancée. La course de cyclistes est partie de Mantes-la-Ville ce dimanche 6 mars. Une première étape remportée par le cycliste français Christophe Laporte. Des collégiens ont pu rencontrer des coureurs ce lundi matin avant le départ de la deuxième étape à Haut-Fargis. Et je vous le disais, plus d'1 million d'Ukrainiens ont dû quitter le pays depuis le déclenchement de la guerre avec la Russie. Pour aider la population en exil et celle restée sur place, la solidarité est au rendez-vous dans les villes des Yvelines. À l'appel des municipalités, de nombreux habitants répondent présents. Rassemblement de soutien également aux collectes organisées. L'exemple à Villepreux, Poissy et Montigny-le-Bretonneux, c'était avec Grégory Canalé, Bichente Mérien-Saint-Esteban et Nicolas Dandry. Malgré la distance, la guerre est dans toutes les têtes. Samedi matin, une soixantaine d'habitants s'est rassemblée devant la mairie de Villepreux, un moment de solidarité pour le peuple ukrainien organisé par la municipalité. Ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Quand on voit ces villes complètement rayées de la carte, les gens complètement partis sur les routes, moi ça me fait vraiment quelque chose. On est tous concernés et tous très inquiets par rapport au conflit aujourd'hui en Ukraine et par rapport à l'invasion du pouvoir politique russe. On est rassemblés pour montrer notre unité, pour montrer notre soutien et notre solidarité à destination du peuple ukrainien. L'occasion également pour la commune de lancer une collecte de produits de secours et d'hygiène, car dans de nombreuses villes des Yvelines, la mobilisation est au rendez-vous depuis quelques jours à l'appel de l'Association des maires de France, et elle a été rapide, notamment à Poissy. Depuis mercredi, c'est plus de 2 tonnes de matériel qui ont été réceptionnés, qui sont ensuite compartimentés par notre réserve communale et citoyenne. C'est un élan du cœur à nul autre pareil, c'est une générosité en lettres majuscules et nos amis ukrainiens valent bien ça, évidemment. Une générosité qui s'opère dès le plus jeune âge. On a regardé les infos, il y avait des très grosses explosions, ça m'a fait beaucoup de peine. Moi j'avais pris une couverture, un dentifrice et un shampoing. On a donné des plaids et des produits d'hygiène. Emma, elle a décidé de trier, de voir ce qui pouvait servir. J'avais envie de les aider. Montrer aux enfants qui prennent conscience de ce qui se passe. Et puis voilà, on a tous des choses à donner, donc il n'y a pas de raison de les garder. À chaque fois, les communes s'appuient sur les associations présentes dans les Yvelines. À Montigny-le-Bretonneux, la municipalité œuvre avec Perspective ukrainienne, présidée par une Nini Montaine. Lors d'une première collecte organisée en mairie le 4 mars, 80 cartons remplis de vêtements chauds, sacs de couchage et de nourriture sont partis pour l'Ukraine. Tous les vêtements qui sont arrivés, tous les vivres, beaucoup de choses qui sont arrivées en 1 heure seulement. On voit que c'est déjà plein de cartons. C'est la protection civile qui va s'en charger de les acheminer sur la frontière polonaise. Malheureusement, elle ne va pas traverser la frontière et ça ne va pas être distribué directement à la population locale. Mais pour les réfugiés qui sont de plus en plus nombreux en Pologne, Roumanie, Moldavie, les vêtements, c'est plus pour des familles qui vont arriver dans des familles françaises. Une nouvelle collecte est prévue dans la ville le 12 mars avec un rassemblement à midi devant l'hôtel de ville. L'association Perspective ukrainienne recherche aussi des familles d'accueil pour les Ukrainiens réfugiés en France. Et on vient de le voir dans ce reportage, les associations sont nombreuses à se mobiliser pour venir en aide aux Ukrainiens. Par exemple, il y a un élan de solidarité fort qui se passe. Et on est avec vous, Jean-Marc Sémoulin. Vous êtes le directeur de l'association chrétienne de solidarité La Gerbe, qui est basée à Équevilly. Et on est avec vous également. Bonsoir, Michael Païta, responsable du pôle solidarité de cette association. Donc vous êtes aussi mobilisé comme ces associations qu'on a pu voir dans le reportage. On va revenir dans quelques instants sur les actions que vous avez mises en place finalement face à cette guerre en Ukraine. Avant cela, La Gerbe, c'est une association d'aide humanitaire. Quelles sont globalement les missions en règle générale de l'association ? Voilà, alors on est une association d'aide humanitaire et en fait on utilise ce support-là pour faire de l'insertion. Donc on est aussi chantier d'insertion avec 35 salariés en insertion.
dans le quotidien. Et puis on travaille habituellement donc, vers les pays de l'Est, un petit peu l'Afrique, mais c'était principalement les pays de l'Est, avec vraiment le point fort au moment de la guerre en Bosnie. C'est ce qui nous a mis en route. Et depuis juin 1993 est parti un camion tous les 2 mois jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on en fait un peu plus maintenant, mais depuis, on a eu cette continuité-là. Donc avec des pays dont on ne parlait pas toujours aux infos, mais sur lesquels il y avait toujours des populations très vulnérables. Et voilà, on a continué en fait pendant toute cette période. Et donc là, aujourd'hui, on en est où? Quels sont concrètement les objectifs de l'association? Vous proposiez par exemple des chantiers, vous disiez d'insertion. Aujourd'hui, voilà, on en est où? Donc on utilise, donc on collecte en fait tout ce qu'il y a dans une maison qui est encore utilisable. On est une ressourcerie aussi, donc c'est avant la déchetterie, tout objet qui est utilisable, comment on va le remettre en circulation. Et donc on collecte, ensuite il y a du reconditionnement, du nettoyage un petit peu de tout cela. Une grosse partie va partir en humanitaire. Et puis une autre partie est revendue donc dans un magasin type un peu Emmaüs, donc voilà, qui permet d'acquérir en fait des biens à moindre prix. Et ces biens achetés permettent de financer à 50% l'insertion et à 50% la partie humanitaire. Et donc ça concerne combien de bénévoles en fait l'association? Alors on a plus d'une centaine de bénévoles qui fonctionnent. On a 35 salariés en insertion et 10 salariés permanents. Quand même, beaucoup de mobilisation. On vous avait rencontré jeudi lors du départ d'un camion de dons en direction de la Roumanie, si je ne dis pas de bêtises, pour aider la population ukrainienne. C'était le premier depuis le début de la guerre. Il y en aura d'autres? Alors c'était le premier et il y en aura d'autres, en effet. Donc premier camion en direction de la Roumanie, évidemment pour venir en aide aux réfugiés qui passent la frontière. Et il se trouve qu'on travaille aussi avec la Roumanie depuis maintenant depuis plus de 20 ans. Et donc on peut s'appuyer aussi sur nos correspondants là-bas pour passer le relais. Eux-mêmes se mobilisent avec beaucoup d'organismes sur place. Que ce soit là où ils se trouvent ou bien directement au niveau de la frontière avec du matériel. Prêter main forte à ce qui se passe sur place. Ouais. Très bien. Et du coup, vous avez un partenariat avec les associations locales. Hein. Donc là, c'est, je le disais, le premier depuis le début de la guerre, mais au final, ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus, puisque vous êtes en contact avec eux depuis 2009. Et vous avez envoyé à peu près 700 tonnes en 13 ans de matériel, avec le départ d'un camion toutes les 3 semaines. C'est bien ça ? À peu près? Oui, on est sur ces chiffres-là. Donc oui, avec l'Ukraine notamment. Hein, depuis 2009, on était même depuis avant avec l'Europe de l'Est. Mais l'Ukraine depuis 2009, et oui, on est sur ces tonnages-là. Et là, l'idée, c'est même d'augmenter, avec les événements malheureux qu'on connaît, d'augmenter le rythme avec un envoi par semaine, sachant qu'on a eu un camion la semaine passée, et là, on a un envoi, donc un semi-remorque complet qui part ce jeudi, et là qui va aller jusqu'à Lviv, qui va donc rentrer en Ukraine, et là après nos correspondants prennent le relais pour la distribution. Ah justement, c'est ce que j'allais vous demander pour le cheminement sur place. Finalement, comment ça se passe? C'est eux, donc vous leur donnez, enfin vous leur envoyez, et eux ils distribuent sur place en fait, c'est ça hein? Oui, c'est vraiment même notre fonctionnement, j'ai envie de dire de manière générale. Hein. On fonctionne avec des partenaires locaux qui connaissent leur population, qui connaissent leurs besoins. Ils ont les réflexes du terrain, c'est eux les experts sur place. Nous, on est experts de cette chaîne d'acheminement depuis la collecte d'ici jusqu'à la distribution là-bas, jusqu'au déchargement. Voilà. Et ensuite, ils prennent le relais. Et justement, on va parler de cette collecte, donc puisqu'il y a donc d'autres convois qui vont partir. Vous récupérez du matériel, notamment de la nourriture longue conservation, des fournitures médicales, des produits d'hygiène et des produits pour bébés. De quel matériel est primordial finalement, parce qu'on a besoin de tout forcément, mais qu'est-ce qui est primordial aujourd'hui ? En fait, c'est vrai, tout ce que vous avez dit, on est en train de vraiment recentrer les collectes vers ces produits-là, parce que c'est pas les produits principaux que l'on a actuellement, enfin, avant le conflit. Maintenant, peut-être, ça va être l'alimentaire, longue conservation, plat préparé, ou bien, en tout cas, produits de longue conservation, les produits pour les enfants, nourriture pour les bébés. On nous demande aussi beaucoup de fournitures médicales. S'il y avait l'urgence la plus extrême, ça serait peut-être ces produits-là, puisqu'ils relèvent vraiment de la vie et de la mort, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'on insiste énormément sur tout ce qui est produits d'hygiène, parce que le quotidien doit continuer, notamment des couches, bébés comme adultes, les produits d'hygiène, le savon, etc., protection
protection féminine, etc., qui sont aussi, quand on ne les a pas, ça devient un problème très important, très rapidement. Et aussi également, on peut retrouver la liste des besoins sur votre site internet, l'intégralité du matériel que vous pouvez apporter. Et en plus de ce matériel, finalement, vous avez ouvert une cagnotte en ligne. Il y a déjà 32 000 € qui ont été récoltés. À quoi va servir cet argent ? Alors, il y a déjà toute une partie, 19 000, qui ont pu être directement transmis à nos partenaires sur place et faire des achats en fait, de nourriture avant que les villes soient fermées. Donc ça, c'était vraiment important, même avant que les camions arrivent, de pouvoir... on soutient par exemple des orphelinats, qui puissent faire des réserves en fait, en tant que c'était possible. Donc ça, c'était vraiment important. Ensuite, on a des achats spécifiques. Alors bien sûr, des fois, c'est plus intéressant de venir amener un sac avec... des petites choses dedans, de l'alimentaire ou comme ça, mais en fait si on fait un don, nous ça nous permet d'acheter en palette et on a des tarifs bien plus intéressants d'acheter en palette des couches ou de l'alimentaire, donc c'est aussi une aide de pouvoir faire un don. Et puis après on a du matériel un peu spécifique là, comme dans le prochain convoi. Oui, on va avoir des groupes électrogènes notamment, c'est en prévision, parce que évidemment on ne sait pas si l'électricité, qu'est-ce qui va fonctionner quand, et plus les villes sont touchées, moins les réseaux sont fiables, et donc c'est là qu'il faut prendre le relais pour la conservation des aliments et autres, pouvoir cuisiner, pouvoir vivre au quotidien, et donc ce type d'équipement aussi va être primordial. Et donc là, on a certains de ces équipements groupes électrogènes qui partent ce jeudi avec le camion, et puis on espère avec les suivants aussi. Et on espère également. Uniquement grâce à ces dons qui ont été mis directement en ligne, quoi. Et bien sûr, le lien aussi de la cagnotte est à retrouver sur votre site internet qui s'est affiché sur l'écran. Merci beaucoup Jean-Marc Sémoulin, directeur de l'association, je le rappelle, à la Gerbe. Et puis Michael Païta, vous êtes le responsable Pôle Solidarité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à tous les deux. Merci beaucoup. Et suite à la décision de fermer l'espace aérien européen aux compagnies aériennes russes et aux sanctions imposées au pays, de nombreux Français ont donc dû quitter Moscou pour revenir en France. Et c'est le cas notamment de Lola, 22 ans. Elle est rentrée de Moscou vendredi dernier. Elle est chez ses parents aux Essarts-le-Roi à présent. Un reportage de Nicolas Dandry et Bichente Mérien Saint-Esteban. Du coup, là, je suis à l'aéroport de Moscou. J'ai mon avion pour Antalya dans 2 heures. Et après, j'aurai 4 heures d'escale et je vais à Ankara où je passe la nuit. Il est 5h15. Je suis à l'aéroport d'Ankara en Turquie. J'y ai passé la nuit sur un canapé. J'ai dormi 4h30 à peu près. J'ai mon avion à 7h, donc encore un peu d'attente. Après une nouvelle escale à Vienne, Lola a pu atterrir en France. Un retour à la maison aux Essarts-le-Roi vécu comme un soulagement par ses parents. On est bien rassurés quand même, hein. Voilà, même si on n'a pas paniqué complètement parce que on n'était pas dans le cas, elle n'était pas en Ukraine, hein, elle était à Moscou. Même le périple pour rentrer, il y a 32 heures de voyage pour faire à Moscou-Paris. C'est énorme. Avec la difficulté que vous n'êtes pas dans l'Union européenne, donc il faut pouvoir trouver une zone de Wi-Fi pour communiquer. Pour Lola, son séjour de 3 semaines a été écourté. Partie le samedi 19 février à Moscou, cette étudiante suivait des cours intensifs de langue russe. Mais rien n'est perdu, elle va terminer son cursus. Ils ont basculé les cours en distanciel, donc voilà, on va les avoir sur Zoom. Et puis donc j'ai encore 1 semaine et demie de cours. En année sabbatique, Lola a envie de poursuivre ses voyages. Elle pourrait partir dans quelques semaines à Tel Aviv, en Israël. Et je vous le disais en titre, Emmanuel Macron sera dans les Yvelines ce lundi soir pour son premier déplacement de campagne. Le chef d'État a été invité par Carl Olive, le maire de Poissy, et le rendez-vous était donné à 18h30. Grégory Canalet, vous êtes sur place, on vous retrouve. Bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de TV78. Où va se dérouler cette réunion et quel est le programme finalement ? Alors le président candidat est attendu d'ici quelques minutes dans le bâtiment qui se trouve derrière moi. C'est le centre de diffusion artistique de la ville. C'est là encore il y a quelques semaines qu'était implanté le centre de vaccination de la ville. Alors dans la forme, ce que l'on sait, c'est que les échanges vont ressembler à ce qui s'était fait pendant le grand débat national. Les habitants présents pourront échanger autour de sujets qu'ils choisiront, promet l'équipe de campagne. Environ 300 personnes seront présentes, choisies par la ville de Poissy. Elles ont reçu un mail d'invitation signé directement
de Carl Olive, le maire de Poissy, ex-Les Républicains, qui est très proche d'Emmanuel Macron. Il est à l'origine des premiers comités de soutien départementaux dans les Yvelines. Emmanuel Macron qui était, je vous le rappelle, revenu et qui était venu en octobre ici dans cette ville. Il avait chaussé les crampons pour un match caritatif du Variété Club de France. J'ajoute aussi que les électeurs en 2017 pour les présidentielles avaient largement à Poissy voté pour Emmanuel Macron. Ce n'est donc pas une surprise de le voir venir ici pour son premier déplacement de campagne à un peu plus de 30 jours désormais de ce premier tour de l'élection présidentielle. Il est finalement presque à domicile. Arrivée prévue d'Emmanuel Macron ici à Poissy à 18h30. Le président sortant qui sera de nouveau dans les Yvelines cette semaine puisqu'il présidera un sommet européen de la défense. Ce sera jeudi et vendredi du côté du château de Versailles. Eh bien, c'est noté. Merci pour ces informations. Grégory Canalé, je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef adjoint de TV78 et on remercie également Patrick Jacques de Dixmude avec vous pour la technique. Et dans le reste de l'actualité, transformer les voitures thermiques en électriques, c'est possible avec Carwatt. Cette entreprise basée à Coignères utilise des batteries de deuxième vie pour électrifier les péniches, des tapis de bagages dans les aéroports ou encore des véhicules de safari. Céline Charles s'est rendue sur place, regardez. Que faire des batteries de voitures une fois qu'elles sont obsolètes ? L'entreprise yvelinoise Carwatt a la réponse à la question avec ses 12 employés. Elle réutilise des batteries comme les batteries des Zoé et Renault qui ne sont plus utilisables. Elles peuvent garder jusqu'à 70% de leur capacité. Carwatt répond à une demande à la fois politique et environnementale de transformer la société d'une énergie carbonée à une énergie décarbonée. La députée de la 10e circonscription, Aurore Berger, et la sous-préfète de Rambouillet, Florence Gilbert, se sont déplacées pour visiter l'entreprise, l'occasion de mettre en avant ces startups qui dynamisent le territoire. On encourage beaucoup les Français aujourd'hui à aller vers l'électrique, à aller vers des modèles qui sont moins polluants. Il faut leur en donner les moyens, mais ça pose aussi la question de l'avenir, évidemment, des batteries qui sont utilisées. C'est important d'avoir des startups, déjà parce que ça montre le dynamisme du territoire, ça montre aussi des personnes qui s'engagent et qui réfléchissent à comment mieux vivre demain, et puis bien sûr parce que tout ça derrière, c'est créateur d'emplois. Carwatt a bénéficié du plan France Relance après avoir répondu à un appel à projet autour de la décarbonation. Une subvention de l'État à hauteur de 450 000 € leur a été accordée, un financement qui permet de les soutenir dans leurs projets. Cette entreprise a pu bénéficier de France Relance parce qu'elle présentait un modèle qui était un modèle nouveau, innovant, qui répond à des besoins de transformation énergétique. Ça nous a aidé à conserver un minimum d'ingénieurs pour pouvoir déposer les brevets. C'est notre sauvegarde et puis c'est le savoir français. Une économie circulaire vertueuse dans plusieurs domaines, l'aéroportuaire, les véhicules de safari ou encore le fluvial, des marchés que l'entreprise entend bien multiplier dans les années à venir. Et puis, côté sport, la 80e édition du Paris-Nice est lancée. La course cycliste est partie de Mantes-la-Ville ce dimanche 6 mars. Une première étape remportée par le cycliste français Christophe Laporte de Jumbo-Visma. La deuxième étape est partie d'Auphargis. C'était ce lundi 7 mars à 12h15. Un circuit de 160 km direction Orléans. On écoute le maire de la commune au micro de Michael Elmidoro et Nicolas Dandry. C'est vraiment un moment exceptionnel. Je pense que toute la population a joué le jeu. Et puis j'ai la chance d'avoir une grosse équipe de bénévoles qui nous ont beaucoup aidés parce que ça nécessite quand même de l'installation, du barriérage et autres. Et donc c'est vraiment un bon moment de fête. Et dans le cadre de la course au soleil, d'anciens cyclistes professionnels se sont rendus ce lundi matin dans le collège Les Molières aux Essarts-le-Roi pour discuter avec les élèves. Le reportage de Mathilde Francou. Peut-on vivre du cyclisme ? Que faut-il manger le matin avant une course ou encore avez-vous beaucoup voyagé ? Voici une idée des questions posées aux anciens cyclistes professionnels Sandy Cazard et Thomas Vauclair par les élèves du collège Les Molières aux Essarts-le-Roi dans la salle des jeunes fans aux anges. C'était super, c'était agréable, ça m'a fait découvrir plein de trucs. Franchement, c'était génial. Je pensais pas les rencontrer un jour parce que je les connais quand même et ça fait plaisir. C'était super, j'ai appris plein de choses et ils ont pu répondre à toutes les questions que j'avais. Un plaisir partagé par les coureurs. Je trouve ça très sympa parce que bon, il y a parler du cyclisme, de notre sport, de Paris-Nice, mais il y a aussi parler, c'est une corrélation avec la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a l'entraînement, la persévérance, les difficultés, parce que le vélo c'est ça. Il y a des jours où on est bien, on n'est pas bien, c'est exactement la vie et on a des questions aussi des collégiens qui sont un peu différentes d'habitude. C'est important et c'est sympa parce que c'est vrai qu'on est habitué aux questions des journalistes et quand on vient dans les collèges comme chaque année
dans les Yvelines avec Paris-Nice, eh bien, il y a des questions qui changent, rafraîchissantes, bien préparées. Donc c'est un grand plaisir de venir répondre aux jeunes. Une rencontre organisée par le département des Yvelines et Amaury Sport Organisation à l'occasion de Paris-Nice. Cette année, la course du soleil s'était lancée de Mantes-la-Ville, une fierté de plus pour Sandy Cazard. Ma grand-mère habitait à Mantes-la-Ville, ma mère est de Mantes-la-Ville. En plus, pour moi, c'était un petit clin d'œil où j'ai fait deuxième sur cette course-là en 2002. Ça fait 20 ans, ça part de Mantes-la-Ville. Bon voilà, c'est le départ du Yvelines, de mon département d'origine. Pour moi, c'est important. La 80e édition de Paris-Nice s'achèvera le 13 mars prochain. Et le Paris-Nice, c'est le thème de votre magazine sportif présenté par Mickaël Elmidoro. Ce sera à suivre à 18h30. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez suivre la réunion d'Emmanuel Macron avec Grégory Canalet et Patrick Jacques de Dixmude qui seront en Facebook Live sur TV78. Très bonne soirée à tous.